Avant de développer tous ces titres, arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si... Ça, c'était dans les années 90. On nous disait dans les années 70, le Time Magazine nous préparait à un âge glaciaire. Times in the past million years, it has advanced and retreated with clockwork regularity. If we are unprepared for the next advance, the result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. Donc, si on n'est pas prêt à l'arrivée du prochain âge glaciaire, ça pourrait être la mort à un niveau sans précédent. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. Ce que les hommes de science nous disent maintenant, c'est que l'arrivée d'une ère glaciaire n'est pas aussi éloignée qu'on le pense. Imaginez, là, les scientifiques, encore une fois, là, sont super, ces gens-là. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar desert. Donc, voilà, c'est ça. À partir d'à peu près des années de nos petits-enfants, la planète sera devenue un désert polaire, etc. Donc, vous voyez à quel point ces gens-là exagèrent tout le temps. C'est exactement le cas présentement avec tout ce qu'on voit ici. Il nous reste 5 ans, 10 ans, 18 mois à vivre, etc. Ou pour sauver la planète. Hein, de Big Freeze jusqu'en 79. Puis après ça, à la fin des années 80, ça a changé. C'est global warming, global warming, global warming. Tout ça est basé sur le CO2. Donc, on nous dit que c'est l'activité humaine, surtout les voitures, qui génèrent du CO2 qui cause le réchauffement planétaire. Or, il y a une figure dans le rapport du GIEC qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? Et comment se fait-il alors, si on a de plus en plus de gaz carbonique, il devrait y avoir de plus en plus d'effets de serre, la température devrait augmenter de plus en plus vite, et on a eu un plateau de 15 ans. Je le redis. Non. Dans un monde... Non, c'est bien. Ça ne dérange pas, parce que l'essentiel est ailleurs. La science n'est plus là. La science n'est plus là. Le réchauffement climatique est essentiellement un moyen d'agréger un certain nombre d'opinions. Ce débat sur le réchauffement climatique est venu sur la place publique pour de mauvaises raisons. Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. 2 professeurs émérites parmi les sommités internationales qui n'ont pas travaillé dans une optique de climat. Ils ont juste travaillé dans leur domaine respectif. Un est arrivé avec les données sur le climat au cours des 600 millions d'années précédentes. Le professeur Robert A. Berner de l'université Yale aux États-Unis, qui est une des universités les plus prestigieuses. Ça a été publié dans The American Journal of Science en 2001. Et c'est imbriqué avec les travaux du professeur Christopher Scotties, lui qui est un géologue. De l'université, en fait, il a fait plusieurs universités, mais Department of Earth and Planetary Science, un professeur éméritus de Earth and Planetary Science, des sciences de la Terre, des sciences planétaires et des sciences de la Terre à l'Université du Texas, mais il a été aussi à Northwest University, etc. Et il y a un projet qui reçoit du financement, ce professeur-là, le projet Paleomap Project. Et là, vous avez à gauche ici, vous avez toutes les époques. Late Cretaceous, etc., Late Eocène, et il a été capable d'aller rechercher toutes les températures dans ces périodes-là. Vous les avez ici, les températures, à toutes ces périodes-là. Et ça donne ce graphique-là. Et vous voyez qu'il n'y a absolument, encore une fois, aucun lien entre le CO2 et le climat. La ligne noire, c'est le CO2, et la ligne bleue, c'est les températures. Vous voyez que des fois, le CO2... les températures sont stables sur des millions d'années. Là, on parle de millions d'années. Donc, il y a comme le CO2 monte au début et après diminue sans aucun impact sur la température. Le CO2 continue à diminuer. Alors que la température s'effondre, ça c'est la première courbe vers le bas, la courbe bleue vers le bas. Le CO2 augmente et lorsque les températures commencent à remonter, le CO2 s'effondre. En même temps que la température s'effondre, le CO2 augmente. Et lorsque les températures remontent, le CO2 descend. Donc, il n'y a aucune corrélation, aucune causalité, aucune corrélation au cours des 600 millions dernières années entre le CO2 et le climat. La quantité de CO2 a commencé à augmenter de manière exponentielle aux alentours de 1940.
Donc, lui, c'est le directeur du International Arctic Research Center. Encore une fois, professeur Sunichi Akasofu, c'est pas rien. Hein, c'est le directeur du Centre international sur la recherche dans l'Arctique. Aux alentours de 1940. Mais à cette époque, la température a commencé à baisser et cela a duré jusqu'en 1975. Le rapport est donc inversé. Quand le CO2 augmente rapidement, la température baisse. Vous avez vu, c'est exactement ce qui s'est passé dans le graphique que je viens de vous montrer. Quand la température baisse, le CO2 augmente et quand la température augmente, le CO2 baisse. C'était ça au début, là. Et là, on voit la même chose ici. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. On ne peut donc pas dire qu'ils évoluent dans le même sens. La température a augmenté sensiblement jusqu'en 1940, quand la production humaine de CO2 était relativement basse. Et là, remarquez bien, ce gars-là, c'est le professeur Tim Ball. Et il y a eu un procès entre ce professeur, Tim Ball, de l'Université de Winnipeg, au Canada, et Michael Mann, qui est professeur à l'Université Penn State, Pennsylvania State, aux États-Unis. Je vais en reparler un petit peu plus tard, mais c'est lui, Tim Ball. Puis, dans les années d'après-guerre, quand l'industrie et toutes les économies du monde ont pris leur essor et que le CO2 produit par l'homme est monté en flèche, la température mondiale s'est mise à baisser. En d'autres mots, les faits ne correspondent pas à la théorie. Il y a une figure dans le rapport du GIEC qui est la figure, je crois, 2,24. Cette figure nous montre quoi? Que la température n'a pas bougé depuis 20 ans. Or, dans cette période de 20 ans, a été envoyé dans l'atmosphère 40% de tout le CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle au 19e siècle. Où est la relation de cause à effet? On va aller ici voir les travaux du professeur Marcel Leroux. Qui est Marcel Leroux? C'est une autre sommité. Professeur émérite, encore un autre. Professeur émérite de climatologie à l'Université Jean Moulin, Lyon 3. Il était directeur de la LCRE, Laboratoire de climatologie, risques et environnement, du CNRS, donc le Conseil national de la recherche scientifique française. C'était le responsable du climat, hein, du laboratoire sur le climat au CNRS en France. Donc, qu'a à dire Marcel Leroux sur le climat? Marcel Leroux qui est auteur de plusieurs livres qui ont même été traduits en anglais dans des grosses boîtes d'édition de publications scientifiques en Angleterre comme Springer, Wiley, etc. Donc, il nous dit essentiellement la chose suivante. Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire changement climatique, que c'est un truisme. Ça sert strictement à rien, le climat change. Et il change à toutes les échelles de temps et d'espace. Assimiler ce changement au réchauffement climatique, c'est un raccourci extrêmement rapide. Parce qu'on n'a jamais démontré que le climat de la Terre se réchauffe dans sa globalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas parce qu'on utilise une courbe moyenne de température qui, d'après le GIEC, révèle une augmentation de 0,74 degrés centigrades au cours du siècle dernier, qu'il y a réchauffement. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, et c'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne entre, par exemple, les États-Unis ou la partie Amérique du Nord et l'Europe. On ne peut pas réaliser ce genre de moyenne, et surtout à l'échelle globale. Et pourtant, ça se fait. Oui, ben ça se fait parce que c'est pratique, parce qu'on peut additionner des torchons, des serviettes et tout mélanger, mais ça n'a, sur le plan climatique, strictement aucune valeur. Donc c'est plutôt pour des raisons politiques ou économiques? Ah non, ça je ne sais pas. Je sais pas, mais attendez, vous m'avez posé de multiples questions. D'abord, est-ce que la Terre se réchauffe? Non, on n'en sait rien. Est-ce que la Terre se réchauffe? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Par contre,
La question à se poser, c'est pourquoi y a-t-il des régions qui se réchauffent? Pourquoi y a-t-il des régions qui se refroidissent? Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne fait pas de la météorologie ou de la climatologie, on fait n'importe quoi. On fait surtout de la climatologie people. Donc, ce qu'on a beaucoup sur les plateaux de télévision présentement, c'est de la climatologie people. C'est comme du fast-food climatologique qui ne veut rien dire. Ensuite, dire que le changement climatique est dû à l'effet de serre, ça c'est encore une nouveauté. On peut faire l'inventaire de causes. Mais par contre, dire que le gaz carbonique est à l'origine des variations climatiques, ça c'est encore une nouveauté sans fondement. Dire que le gaz carbonique est à l'origine des changements climatiques est une réalité sans fondement. Donc, les périodes de réchauffement et de refroidissement suivent des cycles. Hein? Très peu de personnes savent que, par exemple, ici, il y a eu une période très chaude au Moyen Âge, une période très chaude à l'époque romaine, et entre-temps, il y a eu comment on pourrait dire, des petites périodes glaciaires, hein, ce qu'on appelle ici des petites périodes glaciaires. Hein, on les montre encore ici. La Roman Warm Period, la période plus chaude à l'époque des Romains. Après ça, après le 100 ou 150 après Jésus-Christ, ça commence à se refroidir jusqu'à peu près 1000. Et là, à l'an 1000, il y a la période chaude médiévale. Et après ça, il y a, encore une fois, après cette période-là, après 1300, un autre âge glaciaire qui commence. OK? Ça, c'est ici. On peut trouver ça ici dans Science Direct Medieval Warm Period. OK? C'est pas seulement eux qui l'affirment. On retrouve ça aussi sur Wikipédia, Roman Warm Period et Medieval Warm Period. Donc, Wikipédia qui admet qu'il y a eu effectivement un réchauffement lors de la période médiévale. On ne sait pas comment ils se sont réchauffés. Ils ont utilisé du charbon, je ne sais pas. Ils ne sont pas capables de l'expliquer. Ici, il y a un autre graphique qui est un petit peu plus intéressant. La question, évidemment, c'est, je vous montre ces graphiques-là parce que la question, c'est comment ça se fait que la température augmente à l'époque romaine? Donc, comment ça se fait qu'il y a des périodes comme ça où la température augmente et tout d'un coup, la température diminue? Ces gens-là ne sont évidemment pas capables d'expliquer ça puisque ça n'a rien à voir avec le CO2, mais ça a à voir plutôt avec les cycles solaires. On le sait, c'est ce que Marcel Leroux vient d'expliquer. Alors, vous l'avez ici en graphique. C'est très clair ici. Donc, vous avez les petites en bleu, les petites périodes glaciaires, suivies des périodes de réchauffement. Vous avez Roman Climate Optimum vers la fin. Après ça, Medieval Warm Period. Là, il y a un petit air glaciaire et après ça, ça commence à réaugmenter. Okay? Ce graphique-là a été tiré, encore une fois, de qui ce graphique-là a été tiré? Une autre sommité de son domaine, Willy Dansgaard, qui était, lui, encore une fois, professeur éméritus de géophysique à l'Université de Copenhague et membre de l'Académie royale du Danemark des sciences et des lettres. Donc, Willy Dansgaard, c'est lui qui produit ce graphique-là ici. Vous avez des documentaires sur Willy Dansgaard ici. Un pionnier danois sur la recherche des carottes glaciaires. Tu sais, les carottes, c'est le forage fort dans la glace. Puis en regardant la composition de la glace, il est capable de savoir la température avec la grosseur des bulles, etc. Donc, lui arrive à ces conclusions-là. Maintenant, ici, on arrive à l'époque, ça c'était à la fin des années 60, début des années 70, il n'y avait pas encore cette folie du climat, c'était pas encore devenu politique et il n'y avait pas tout ce financement attaché à ça. Donc, les chercheurs avaient encore à cette époque-là un petit peu plus de liberté. C'est ça c'est le hockey stick graph, c'est la théorie de Michael Mann. Donc, il n'y a pas eu réellement d'augmentation depuis pendant des siècles et des siècles et tout d'un coup, ça a sauté. Toute cette théorie-là vient d'un professeur qui s'appelle le professeur Michael E. Mann. Et ce professeur-là a sorti ce modèle-là qui s'appelle le modèle du bâton de hockey, parce que c'est fait comme un bâton de hockey. C'est droit, puis ça lève comme ça au bout. Évidemment, ce que ce modèle-là
montre, c'est que, au début, vers la fin du 20e siècle, le début du 21e siècle, ça monte en flèche tout d'un coup, et puis que par le passé, il n'y a jamais rien eu. Oui, c'est comme presque droit pour le passé, puis à la fin, ça monte tout d'un coup. Encore une fois, c'est de la fraude statistique, ça, parce qu'on sait que ça ici, c'est la réalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on utilise une courbe moyenne de température qu'il y a réchauffement. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, et c'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne. Et là, il y a un professeur, le professeur Timothy Ball, qui a accusé Michael Mann d'affabulation, de mentir, d'inventer des chiffres, etc. Et il y a eu finalement un procès entre les deux. Finalement, Michael Mann a poursuivi, a intenté un recours en justice contre Timothy Ball. Et ça s'est terminé de façon hors cours. Genre, il y a eu, Timothy Ball a eu une petite tape sur la main, il a dû payer genre, je pense, 10 000 ou une affaire comme ça. L'autre a laissé tomber sa poursuite. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à travers tout le procès, Michael Mann n'a jamais voulu révéler son algorithme. L'algorithme qui montre la théorie du bâton de hockey. OK? The hockey stick graph. OK? Donc, comment il est arrivé à un modèle comme celui-là? C'est en utilisant des ingrédients statistiques qu'il n'a jamais voulu révéler. Alors que ça ici, c'est disponible à tous. Et ça, c'est de la science. Quand c'est disponible à tous, qu'on peut le prendre, qu'on peut faire les vérifications et qu'on peut le reproduire, ça, c'est de la vraie science. Quand c'est caché, quand c'est obscur, quand tu ne peux pas le reproduire, quand le gars ne veut pas donner son algorithme, c'est de la religion, c'est pas de la science, OK? Ou de la religion. C'est de la manipulation. OK? Si tu ne veux pas donner tes chiffres, si tu ne veux pas montrer comment tu es arrivé à tes conclusions, ce n'est pas de la science. Or, le modèle du bâton de hockey, c'est le modèle qui a été utilisé par le GIEC, qui est le groupe de recherche intergouvernemental de l'ONU sur le changement climatique. Ils se sont inspirés, ben oui, c'est ça, ils utilisent juste les chercheurs qui pensent comme eux, aussi frauduleux soient-ils. OK? Et donc, quand on regarde, c'est ça, vous voyez, donc, parce qu'évidemment, ils sont obligés d'utiliser le modèle de Michael Mann, parce que s'ils n'utilisent pas le modèle de Michael Mann, ils vont devoir expliquer à la plèbe comment ça se fait qu'il y a eu une augmentation de la température au Moyen Âge, comment ça se fait qu'il y a eu une augmentation de la température à l'époque romaine et que ça s'est effondré, etc. Maintenant, on nous dit que le CO2 est le facteur déterminant dans le réchauffement climatique. Or, le CO2 ne compte pour pratiquement rien dans l'atmosphère. Hein? Ça ici, c'est la composition des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Et comment se fait-il alors si on a de plus en plus de gaz carbonique, il devrait y avoir de plus en plus d'effets de serre, la température devrait augmenter de plus en plus vite et on a eu un plateau de 15 ans. Je le redis. Non. Et là, si vous montrez ça à quelqu'un, vous faites un vox pop sur la rue, là, et vous montrez ça à quelqu'un, je dis c'est quoi le bleu? Tout le monde va dire c'est le CO2. Non, le bleu, c'est la vapeur d'eau. Le CO2, c'est en rouge ici, là, c'est le petit truc en rouge. Donc, la vapeur d'eau constitue 95% des gaz à effet de serre sur Terre. 95%. Le CO2 constitue seulement 3,6% de tous les gaz à effet de serre sur Terre. OK? Et du 3,6% que compose le CO2, il y en a à peu près seulement 1% sur lequel l'activité humaine agit. Donc, il y a du CO2 qui est produit partout, là, par les volcans, par toutes sortes de trucs. Hein, le trucs qui produisent du CO2, comme les feux de forêt, etc. Et donc, sur le 3,6% du CO2, l'activité humaine représente seulement 1%. 99,72% des gaz à effet de serre sont produits naturellement. OK? Il y a aussi le fait que la vapeur d'eau retient la chaleur beaucoup mieux que le CO2. Je pense à quelque chose comme 10 fois plus, à un vecteur de 10 fois plus que le CO2. Et on entend souvent, par exemple, ça ici dans les serres. J'ai entendu plusieurs fois l'argument des gens qui disent dans la serre, on augmente le CO2 et la température augmente. Non, dans la serre, c'est l'humidité de la serre qui augmente la température, ce n'est pas le CO2.
La vapeur d'eau dans la serre, c'est ça qui cause l'augmentation de la température. Le CO2, c'est la nourriture des plantes. C'est le même principe qu'on trouve dans les bains de vapeur. Pourquoi il fait chaud dans un bain de vapeur? Parce que la vapeur retient la chaleur. Okay? Donc, 95% des gaz à effet de serre sur Terre, c'est la vapeur d'eau. C'est ça. C'est pour ça que quand on est à un endroit où il fait humide, c'est suffocant et insupportable parce que la vapeur d'eau en suspension dans l'air garde la chaleur. Les rayons du soleil frappent l'endroit et puis la vapeur d'eau, l'humidité, garde la chaleur du soleil et augmente, hein, comme dans un bain de vapeur, la température. OK? Alors, on est en train de détruire donc la civilisation occidentale pour réguler un impact de 0,3 % d'activité humaine là, sur les gaz à effet de serre mondiaux. OK? C'est complètement ridicule. Okay? Mais si le CO2 n'est pas le moteur de l'évolution climatique, alors qui l'est? N'est-ce pas étonnant de penser que ce sont les hommes qui, en faisant le plein d'essence ou en allumant la lumière, commandent le climat? Mais regardez le ciel, regardez cette chose immense qu'est le soleil. Mais on connaît les causes du changement climatique. Elles se trouvent dans tous les manuels de climatologie. Écoutez ça, on connaît les causes du changement climatique. On connaît les causes du changement climatique. Elles se trouvent dans tous les manuels de climatologie. Les paramètres de Milankovitch, les variations de l'activité solaire, le géomagnétisme, le rayonnement cosmique, j'ai oublié le volcanisme. Toutes ces causes-là, on les a déjà déterminées, on les connaît. Et par contre, dire que le gaz carbonique est à l'origine des variations climatiques, ça c'est encore une nouveauté sans fondement. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Donc c'est plutôt pour des raisons politiques ou économiques? Ah non, ça je sais pas. Je sais pas, mais attendez, vous m'avez posé de multiples questions. D'abord, est-ce que la Terre se réchauffe? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Par contre, la question à se poser, c'est pourquoi y a-t-il des régions qui se réchauffent? Pourquoi y a-t-il des régions qui se refroidissent? Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne fait pas de la météorologie ou de la climatologie, on fait de la climatologie people. Al Gore qui nous disait en 2008 qu'il n'y aurait plus de calotte polaire dans 10 ans, c'est-à-dire en 2018. C'est en 2006 et donc en 2016, il n'y aurait plus de calotte polaire. Et le meilleur ici, c'était le prince Charles qui, lui aussi, en 2019, disait que nous avons 18 mois pour sauver le monde. Hein? Sinon, c'est la catastrophe. Et l'ONU, enfin ici, en 2021, disait « Nous avons 10 ans pour sauver la planète ». Pourquoi 10 ans? Parce qu'en 2021, ça nous amène directement au système de contrôle, hein, l'agenda 2030, où on contrôle tous les aspects de votre vie. Vous êtes obligé de... Vous ne possédez plus rien, vous êtes heureux, etc. etc. Donc c'est plutôt pour des raisons politiques ou économiques? Ah non, ça je sais pas. Je sais pas, mais attendez, vous m'avez posé de multiples questions. Piers Corbyn, qui est astrophysicien au Queen Mary College, University of London, et donc, c'est ça, il travaille aussi en météorologie, etc. Donc, l'affirmation selon laquelle l'augmentation rapide et récente du CO2 est unique et dangereuse est à la fois trompeuse et hors propos. En effet, le CO2 ne détermine pas le climat de la planète. Il n'existe manifestement aucune preuve de la théorie du réchauffement climatique fondée sur le CO2. En fait, il n'y a que des preuves contre elle. Il s'agit d'un outil idéologique massif utilisé par les mondialistes qui subissent une pression énorme en ce moment pour justifier le programme de désindustrialisation qui génère des super profits pour les plus grandes entreprises et toujours plus d'argent pour les super riches. Cette campagne visant à contrôler le climat en modifiant les niveaux de CO2 n'aboutira à rien. Elle n'est pas là pour contrôler le climat. Elle est là pour vous contrôler. La science ne fait pas d'opinion arrêtée. En d'autre part, elles sont toujours fausses. Le réchauffement dû au CO2 humain dont on nous parle est faux à 100%. Ces rapports du GIEC sont un tissu de mensonges. C'est un non-sens anti-scientifique basé sur la fraude qui vise à régenter les gens pour qu'ils paient plus de taxes sur le carbone. Le CO2 n'a aucun effet sur les températures. Does oil have an effect on climate? No, none effect whatsoever.
Est-ce que le CO2 a un effet sur le climat? Non, aucun effet sur le climat. Carbon dioxide in the atmosphere is plant food. This tree has removed carbon dioxide and turned it into sugar, basically. This is a process that's been going on for millions of years. The coal in the ground was originally in the atmosphere when there was more CO2 in the atmosphere. If you double the amount of CO2, that would be a very good thing because it would increase the growth rate of plants by about 40%. Augmenter le CO2 est une bonne chose. On en veut plus, on n'en veut pas moins. It would be hugely beneficial to agriculture. But it would be impossible to double CO2 because what happens is it will get absorbed into the sea because the sea and the air are in balance all the time. I think the truth will come out when the public realise they're being robbed by multinationals in the name of saving the planet. They will say no and we'll go back to having a rational energy policy. Finalement, à quoi sert ces mensonges contre le CO2? Évidemment, c'est pour contrôler, comme je l'ai dit, l'ensemble de l'activité humaine, puisque le carbone, c'est la vie. C'est ce qu'on est. On est composé de carbone et tout ce qu'on fait génère du carbone. Et à partir du moment où est-ce que tu vas chercher l'élément invisible, pratiquement, là, qui contrôle l'ensemble des activités humaines, des déplacements aux communications, à tout. Hein. C'est comme c'est l'énergie, c'est la vie, la respiration, l'alimentation. Le carbone est partout. Tu es capable de régir tous les aspects de la vie humaine. Hein? Et là, vous voyez ici, on posait la question, le caméraman posait la question au professeur Leroux, qu'est-ce qui... est-ce que donc ça a une cause politique derrière ça? Et là, il dit, je ne veux pas répondre, ça, c'est pas mon domaine, nanana. Mais vous voyez bien qu'est-ce qui se profile derrière tout ça. Pour Greta Thunberg, la crise climatique est liée au système d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux. Le patriarcat cause le changement climatique, right? Alors, donc ça nous amène donc évidemment ce constat-là qui est partagé par beaucoup de gens de gauche, les radicaux comme la petite Mélanie Généreux, les gens, en fait, toutes les partis politiques au Québec, presque, les amènent à laisser tomber la souveraineté nationale, vouloir travailler pour régler les problèmes mondiaux, hein, parce que ça nous affecte tous. Donc, on laisse tomber la souveraineté nationale, on embarque pour sauver la planète, parce qu'il nous reste seulement 5 ans ou 10 ans ou 18 mois pour sauver la planète. On est obligé de rentrer dans le système du Forum économique mondial, le système qui représente en fait le communisme du 21e siècle, où on ne possédera rien et on sera heureux pour sauver la planète. Donc, vous voyez la finalité de tout ça. Il nous amène dans la technocratie avec le CO2. Si c'était seulement un aspect, hein, si c'était juste un aspect économique ou politique, ça ne serait pas complet. Pour changer complètement de société, il faut que tu changes, je l'ai déjà dit, il faut que tu changes l'être humain, la personne. Il faut radicalement changer l'être humain en soi. Et il faut trouver comme quelque chose qui touche à l'ensemble des aspects de la vie. Il faut que tous les aspects de la vie soient gérés. Having been at this now for well over 40 years, I have long observed that people tend not to act until there is a real crisis. Ladies and gentlemen, that crisis has been with us for far too many years. Save the Queen. Cried, denigrated, and denied. A fascist regime. It is now rapidly becoming a comprehensive made you a moron. that will dwarf the impact of the coronavirus. At this late stage, I can see no other way forward but to call for a Marshall-like plan for nature, people, and planet. There is no future in England's dream.